Dans cette 9e leçon de grammaire, on va parler de la notion de nom commun et de nom propre en arabe. Alors, le substantif, c'est-à-dire le nom, alors pourquoi ça s'appelle un substantif? Parce que le nom, c'est ce qui va définir le concept d'une chose, la substance d'une chose. Donc, d'où le nom de substantif. Donc le substantif, c'est-à-dire le nom, se divise d'après la forme, dans un premier temps, en primitif et en dérivé. Alors quelle est la différence? Le primitif, le substantif primitif, c'est celui qui ne vient d'aucun autre. On a ici 6 exemples. Kalboun, un chien, ne vient d'aucun autre nom. Rijlun, un pied. Farasun, un cheval. Tha'laboun, un renard. Safarjalun, un coin. Ou encore Ankaboutun, une araignée. Et la différence avec le primitif, c'est que le dérivé, lui, il peut provenir d'un verbe ou d'un autre substantif, c'est-à-dire d'un autre nom. Par exemple, le mot jama'atun, une réunion, vient du verbe jama'a, qui signifie réunir, et qui se conjugue au présent à l'inaccompli par yajma'u. Je rappelle que la lettre ici que je mets en parenthèse avec un verbe, c'est la voyelle qui va être celle de la deuxième lettre lorsqu'on conjugue le verbe au présent. Donc on dit yajma'u, d'où le A. Et ma'sadatun, c'est-à-dire un lieu où on retrouve des lions, un repère de lions, eh bien vient du mot asadun, qui signifie le lion. Donc à partir de asadun, on a ajouté mim avec une fatha, et on a mis un sukun ici, là où il y avait une fatha sur le mot, et on a ajouté le tamarbota pour obtenir un nom au féminin. Donc voilà, jama'atun et ma'sadatun sont des noms des substantifs dérivés. Ça, c'était d'après la forme. Maintenant, d'après le sens, le substantif peut se diviser en nom commun, qu'on va appeler ismun, et en nom propre, qu'on va appeler alamun, ou encore ismun alamun, c'est-à-dire un nom propre. Alors, on va commencer par le nom commun. Le nom commun se définit comme en français et s'applique aux mêmes êtres. Alors, si on ouvre dans le dictionnaire de la langue française la page à la définition du nom commun, on retrouve cette définition. Le nom commun, c'est le nom de tous les individus de la même espèce correspondant à un concept. Et on rajoute dans la définition qu'il est l'opposé du nom propre. Alors le nom commun, il peut désigner plusieurs choses. Premièrement, un être seul de son espèce. Par exemple, Shamsun, un soleil, ou encore Qamarun, une lune. Donc, ce sont des noms qu'on attribue pour nous, habitants de la planète Terre, à un seul objet, puisqu'on a autour de nous un soleil et une lune. Le nom commun peut désigner aussi un individu d'une espèce. Par exemple, Rajulun, c'est un homme, c'est-à-dire un individu de l'espèce humaine. De même pour les animaux, Asadun, un individu de l'espèce des lions. Asadun, un lion, Rajulun, un homme. Il peut désigner aussi une chose abstraite, des concepts. Hikmatun, une sagesse, ou encore Jama'alun, une beauté. Et enfin, il peut désigner une collection d'individus, un groupe d'individus, comme par exemple le mot Qawmun, qui signifie un peuple, c'est-à-dire une collection de personnes, un groupe de citoyens par exemple, ou un groupe d'habitants. Et dans ce dernier cas, une collection d'individus, c'est ce qu'on appelle un nom collectif, un nom qui désigne une collection. Alors, les noms collectifs sont de deux sortes. La première catégorie s'applique spécialement à une réunion d'hommes avec un grand H, c'est-à-dire homme ou femme. Par exemple, Jaishun est un nom collectif qui désigne une armée, c'est-à-dire une réunion de militaires. Sha'bun, qu'on peut traduire par une tribu ou alors, dans certains cas, un peuple, pareil, c'est une réunion d'habitants, de citoyens. Ou encore Jamhurun, qu'on traduit par une audience ou un public. Dans ce cas-là, c'est une réunion d'hommes, donc hommes ou femmes, qui sont spectateurs, qui écoutent ou qui regardent. La deuxième sorte de nom collectif s'applique à des objets et servent à désigner une espèce entière, une réunion ou un assemblage de parties homogènes, c'est-à-dire de choses équivalentes. Donc ici, on a plusieurs exemples. Le mot samakun désigne des poissons, mais des poissons dans leur espèce. Namlun, l'espèce d'animaux qui correspond aux fourmis. Nahlun, des abeilles. Shajarun, des arbres. Tuffahun, des pommes. Et ici, tibnun, de la paille. Donc ici, de la paille correspond plutôt à un assemblage de parties homogènes.
Eh bien, si on s'intéresse maintenant à cette deuxième catégorie, les noms collectifs qui désignent une espèce entière, une réunion ou un assemblage de parties homogènes, eh bien, en ajoutant à ces mots la lettre qu'on appelle ta marbota, ici qui est le signe du féminin en arabe, à une espèce entière, ici on prend l'exemple de nahlun qui signifie des abeilles, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient nahlatun, donc là, ici le tanwin dhamma devient une fatha, puisqu'on lui ajoute un ta marbota au mot, et on obtient nahlatun. Et nahlatun, qu'est-ce que c'est? C'est un individu de l'espèce des abeilles. Donc nahlun, ce sont des abeilles, donc le mot qui correspond à l'espèce de cet animal, de cet insecte. Et nahlatun, c'est un individu de cette espèce. Donc nahlatun, une abeille. Et si on revient aux exemples précédents, on avait samakun, les poissons. Eh bien, samakatun, c'est un poisson, un individu. Namlatun, c'est une fourmi. Nahlatun, une abeille. Shajaratun, un arbre. Tuffahatun, une pomme. Et tibnatun, une paille. Pour revenir à la définition précédente, un ensemble de pailles, donc un ensemble de tibnatun, c'est ce qu'on appelle un assemblage de petits objets qu'on appelle paille, eh bien c'est tibnun, de la paille. Alors quelques remarques. Quelques noms collectifs n'ont pas de nom d'unité lorsqu'ils s'appliquent à une espèce dont les individus ont déjà un nom de racine ou un nom de forme différente. On a ici quelques exemples. Un chameau se dit Jamalun, et puisque le mot ici existe pour parler d'un individu, lorsqu'on veut parler du chameau, eh bien, le nom collectif va être différent, et on dira ici Ibilun, pour des chameaux. Un mouton se dit Kabshun, une brebis Shaatun. Le nom collectif qui correspond à ces individus, c'est un nom différent, et pour dire des moutons, on dira Ronamun. Pour terminer, un cheval peut se dire Farasun, il existe d'autres noms pour désigner un individu cheval. Eh bien, des chevaux, on dira Khailun. Et enfin, quelques autres substantifs, donc quelques autres noms, s'emploient indifféremment pour désigner un ou plusieurs êtres de la même espèce. Par exemple, Tayrun peut signifier à la fois un oiseau, donc un individu de l'espèce oiseau, mais on peut aussi utiliser Tayrun pour parler de l'espèce des oiseaux et dire des oiseaux. C'est équivalent à ce qu'on avait tout à l'heure pour dire Namlun, des fourmis, eh bien on utilise ici Tayrun pour parler des oiseaux, et Tayrun signifie également un oiseau, c'est-à-dire un individu de l'espèce oiseau. Maintenant, on va passer au nom propre. Alors, le nom propre, contrairement au nom commun, c'est celui qui ne convient qu'à une personne, un animal ou une chose prise en particulier. Alors, lui aussi, on peut le diviser en sous-catégories. Il peut être soit simple, comme par exemple Ahmadou, le prénom Ahmed, ou composé, c'est-à-dire formé de plusieurs noms, comme Abdullahi, Abdullah, le prénom Abdallah. Alors, on va commencer par les noms propres simples. Les noms propres simples peuvent n'avoir ni forme ni signification précise ou être d'une origine étrangère à la langue arabe. Alors voici quelques exemples. Halabou, la ville de Alep en Syrie. Ja'farun, le prénom Jafar. Baghdadou, la ville de Bagdad. Ya'qoubou, le prénom Jacob. Uthmanou, le prénom Othman. Ou encore Sibawayhi, Sibawayh, c'est un homme qui a vécu vers l'an 180 de l'Hégire et qui est considéré, dans le domaine de la langue arabe, comme le plus grand grammairien arabe de l'histoire. Les noms propres simples peuvent aussi avoir la forme d'un verbe à un mode personnel, la forme d'un substantif, donc d'un nom, d'un participe ou d'un adjectif. Dans ces trois derniers cas, donc adjectif, participe ou substantif, certains noms propres prennent l'article déterminant, c'est-à-dire alif lam, elle, qui signifie le, la ou les lorsqu'on veut traduire en français. Par exemple, Yazidou, le prénom Yazid, vient du verbe zaada, qui a été conjugué au présent avec le pronom personnel huwa et qui signifie il s'accroît ou il s'accroîtra. Muhammadun, Muhammad, qui signifie glorifier, eh bien c'est le participe passif du verbe louer, faire des louanges, ou glorifier, et qui donne donc Muhammadun. Asadun, ici c'est un substantif. Asad signifie un lion, comme on l'a vu tout à l'heure. Hakimun, hakim, qu'on traduit par jugeant, bien ici correspond à un participe, cette fois actif. On avait vu dans la vidéo sur les participes
le participe actif katibun de la forme fasilun. Ici, on a la même chose, hakimun. Donc, on avait écrivant, ici, on a jugeant. Autrement dit, la personne qui juge. Ici, on retrouve zaidun, zaid, le prénom zaid, donc un substantif, un nom simple, qui signifie accroissement. Et pour terminer, ar-rashidu, ar-rashid, le juste. Et donc ici, on se retrouve dans le cas d'un adjectif qui a pris l'article al. Le, al-rashidu, juste. Maintenant, les noms propres composés. Alors, les noms propres composés peuvent être formés de plusieurs choses. Soit d'un substantif et d'un adjectif. C'est le cas du nom Haroun ar-rashidu, c'est-à-dire Haroun, le juste. Un substantif Haroun, un adjectif ar-rashidu, Haroun, le juste. Ils peuvent être formés aussi d'un substantif suivi d'un complément déterminatif. Ici, on a Ibn Abbasin, c'est-à-dire le fils de Abbas, le fils de Abbas, ou encore Abu Salihin, Abu, le père de Salih, Salah. Ils peuvent aussi être formés de ce qu'on appelle une proposition, c'est-à-dire une phrase. Donc, par exemple, ta'abbata sharran, cette expression est une proposition qui peut désigner une personne, et si on traduit littéralement, ça donne « il a pris le mal sous son aisselle ». Donc ta'abbata en arabe, c'est un verbe qui signifie prendre sous son aisselle. Sharrun, c'est un mal, et donc ta'abbata sharran, il a pris le mal sous son aisselle. Alors cette expression en français, elle peut être dite sous une autre forme, prendre le mal sous son aisselle. C'est une expression qu'on va attribuer à quelqu'un dont on va dire qu'il est armé de malveillance, quelqu'un de mauvais. Voilà. Et pour terminer, les noms propres composés peuvent être formés de deux mots inséparables, tout simplement. Et donc là, on a par exemple hadra mauta, donc qui est formé des mots hadra, la présence, et maut, la mort. Donc c'est le nom d'une province d'Arabie. Et donc hadra mauta peut signifier littéralement le lieu de la mort. Ici, on a Ba'ala Bakka, qui est la ville de Baalbek, et qui étymologiquement est formé de Ba'ala, donc c'est le nom d'une divinité ancienne, et Bakka qui signifie la vallée. Donc ce mot ici peut être traduit par le seigneur de la vallée ou la ville de la divinité Baal. Et pour terminer, Beit al-Ahma, qui correspond au nom de la ville Bethléem et qui, pris littéralement, étymologiquement, est formé du mot Beita, la maison, et Lahma, la viande. Donc littéralement, la maison de la viande, mais qu'on peut traduire en bon français par la maison de la subsistance ou encore le lieu de l'abondance. Pour terminer, on va parler de la voyelle finale des noms propres simples. Alors les noms propres simples peuvent prendre ou non ce qu'on appelle le tanwin. Le tanwin, qu'est-ce que c'est ? C'est une double voyelle. Donc en arabe, on a trois voyelles simples. Bon, si on ne prend pas en compte le soukoun, c'est-à-dire le petit rond sur la lettre, on a la fatha qui fait le son A, la kasra qui fait le son I, et la damma qui fait le son OU. Eh bien, pour chacune de ces trois voyelles simples, on peut obtenir ce qu'on appelle un tanwin en doublant chacune de ces voyelles. Donc en doublant une fatha, on obtient un tanwin fatha qui fait le son N, et donc je rappelle qu'il faut un alif pour l'écriture. En doublant la kasra qui faisait I, on obtient un tanwin kasra qui fait le son IN, et en doublant la damma qui faisait OU, on obtient un tanwin damma qui fait le son UN. Eh bien, les noms propres simples peuvent soit prendre le tanwin, soit indifféremment le prendre ou ne pas le prendre sur la voyelle finale, soit ne pas le prendre du tout. Alors, quels sont les noms propres simples qui prennent le tanwin ? Eh bien, on a trois catégories. La première, ce sont les noms propres d'hommes qui ont la forme d'un participe, d'un infinitif, ou qui sont empruntés aux noms communs ou aux adjectifs. Par exemple, hakimun, hakim, le juge, fadlun, fadel ou foudil, qu'on peut traduire comme ça, qui signifie excellence, ou encore asadun, asad, le lion. Donc pour ces trois noms-là, on a un tanwin damma à la fin. Asadun, fadlun, hakimun. Deuxièmement, les noms propres d'hommes de la forme faslalun. Je rappelle qu'on avait comme modèle la racine fasala tout au long de ces cours. Et donc, les noms propres simples d'hommes de la forme faslalun prennent un tanwin damma à la fin. C'est le cas, par exemple, de Ja'farun,
le prénom Jafar, on a bien le tanwin dhamma, ou encore Jawdarun, qu'on peut traduire par Jouder, le prénom Jawdarun avec le tanwin dhamma ici à la fin. Et troisièmement, les noms propres étrangers de 3 lettres, quand la deuxième lettre est une lettre de prolongation. Ici on retrouve Saamun, Sem, donc là la deuxième lettre c'est le alif qui sert de prolongation à Sa. Ici Lotun, Lot, la deuxième lettre est une lettre de prolongation puisque c'est un waouh qui vient allonger le ou de lou, Lotun, ou encore Nuhun, Noé, où la deuxième lettre est encore ici un waouh qui vient allonger le ou de nous, Nuhun. Donc pour ces 3 noms ici, on a bien un tanwin dhamma à la fin. Saamun, Lotun, Nuhun. Ensuite, les noms propres simples qui peuvent prendre ou ne pas prendre le tanwin. Mais il s'agit des noms de femmes de 3 lettres, et je vais rajouter quand la deuxième lettre est jazmée, c'est-à-dire qu'elle porte un soukoun. Et c'est aussi le cas de quelques noms de pays et les noms de tribus arabes. Quand je dis que la deuxième lettre doit être jazmée, c'est-à-dire porter un soukoun, ce n'est pas une condition indispensable. Par exemple, le prénom Hind peut se dire selon les préférences Hindu, donc sans le tanwin dhamma, ou encore Hindun. Donc voilà, on a le choix entre ces 2 écritures. Et ici, c'est un nom de femme de 3 lettres, avec la deuxième lettre qui porte un soukoun. Ici, le nun, c'est la deuxième lettre et elle porte bien le soukoun ici. Hajaru, ou bien Hajarun, le prénom Hajar, au féminin. Et ici, on se retrouve dans le cas où c'est un nom de femme de 3 lettres, mais dont la deuxième lettre ne porte pas de soukoun. Hajarun. Donc ça peut être aussi le cas. Donc c'est pourquoi j'ai dit que cette condition n'était pas indispensable. Quraishu ou Quraishun, c'est-à-dire la tribu des Quraishites, à la Mecque. Da'du, ou encore Da'dun, qui est le prénom d'Ad, donc prénom de femme, qui n'a aucune signification particulière. Badrun, ou Badru, Badr, qui est un lieu d'Arabie. Ou encore Sadousu, ou Sadousun, et ici, ce nom correspond à un nom de tribu. Donc voilà, pour ces mots-ci, pour les noms de femmes, quelques noms de pays et les noms de tribus arabes, eh bien, on peut écrire de préférence avec ou sans tanwin à la fin. Et pour terminer, les noms propres simples qui ne prennent pas le tanwin sur leur voyelle finale, ce sont les noms propres qui ne rentrent pas tout simplement dans les catégories précédentes, c'est-à-dire la plupart des noms propres, qu'ils soient d'origine arabe ou étrangère, d'hommes ou de femmes, de ville ou de pays. Et donc là, on retrouve Yazidou, le prénom Yazid, Daoudou, le prénom David, en arabe, Fatimatu, Fatima, Souadou, Souad, Dimashqou, la ville de Damas, ou encore Tunisou, la ville de Tunis.